Alors, les Spurs. Bon, pour ne rien vous cacher, c'est vrai que c'est pas la franchise qui nous enthousiasme le plus ici, en tout cas nous trois, je pense. Et puis, on se doit de le dire pour faire un petit peu chier Val, qui a rédigé cette preview. Les Spurs donc qui faisaient le grand ménage cette intersaison puisque Demar DeRozan partait aux Chicago Bulls, mais aussi Rudy Gay était sur le départ. Qui d'autre? On peut noter Patty Mills également, qui est quand même un des piliers de la franchise depuis quelques saisons sur le poste de meneur. D'ailleurs, je peux vous partager voilà, les arrivées, les départs, les in and out de la preview. Une orientation claire pour cette franchise des Spurs, c'est la reconstruction enfin actée et assumée. C'est vrai qu'il y avait un jeu un petit peu de ventre mou, hein, on peut le dire, pendant quelques saisons et de fin de playoff, de qualification, fin de playoff. Fin de tableau de playoff qui était un petit peu compliqué pour la franchise avec du coup des drafts de joueurs talentueux avec de l'intérêt mais pas suffisamment talentueux et pas suffisamment pris haut pour espérer vraiment la révolution et une nouvelle image pour cette franchise. On peut le résumer à un chiffre, je pense, la saison à venir, et Val l'a bien compris, 26 victoires. 26 victoires, ce sera le nombre de victoires qu'il manque pour que Popovich puisse devenir le coach le plus victorieux all-time devant Don Nelson. Et ce sera un petit peu le seul objectif comptable de la franchise pour cette saison, tant vraiment on est sur une reconstruction avant tout, comme je le disais, voilà, avec tous ces départs. Et les arrivées de Zach Collins, alors qui a fait beaucoup parler d'elle de par son montant, c'est vrai qu'il y a un montant très élevé, mais non garanti sur les années 2 et 3, donc ça c'est intéressant. Zach Collins qui, certes, donne des signes de potentiel, mais n'a plus joué depuis je ne sais combien de saisons, j'avoue que je le sais même plus. Donc, un pari, pourquoi pas, pour une franchise qui a besoin de jeunes talents. Doug McDermott venait également signer. On voyait aussi le retour de Bryn Forbes et l'arrivée un petit peu étrange, mais qui pourra peut-être faire office d'asset futur de Tadeusz Young. Les gars, est-ce qu'on peut dire que on a une franchise de San Antonio qui a certes un pool de jeunes intéressants par certains aspects, mais qui est vraiment au tout début de sa reconstruction, tant on voit peu de profils s'élever par rapport au reste. Oui. Je crois que là, ils arrivent au point comme d'ailleurs le dit la preview, hein, c'est l'année zéro. Les Spurs ont longtemps repoussé leur reconstruction, probablement 2 ou 3 saisons de trop. Maintenant, ils se retrouvent effectivement avec beaucoup d'arrières dans lesquels il va falloir faire le tri, et d'arrières qui en plus sont moins jeunes que ce qu'on peut penser. Par exemple, Derek White qui doit avoir près 28 ans, Dejounte Murray qui doit arriver sur du 25-26 ans. Donc des joueurs sur lesquels tu bâtis pas une reconstruction. Heu et malheureusement, en fait, on a l'impression qu'il y a aucun joueur dans cet effectif qui fait vraiment partie de la reconstruction long terme s'il explose pas dans les 1 ou 2 années à venir. Oui, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs, N5 a tout résumé dans l'introduction. Quand on commence à dire que l'objectif majeur ou l'un des objectifs majeurs d'une franchise, c'est de gagner 26 victoires pour que son coach historique puisse décrocher un record, je trouve que c'est quand même une phrase d'une tristesse abyssale pour la compétitivité de l'équipe. Et je m'inscris d'ailleurs dans ce que dit Jérémy, c'est que la reconstruction de Sacramento, de San Antonio a été certainement trop repoussée, peut-être pour permettre à Pop d'ailleurs d'avoir une sortie digne de ce nom. Maintenant, s'il veut une sortie digne de ce nom, j'espère qu'il n'est pas pressé de prendre sa retraite. Mais je pense que le titre de la preview est très bon. C'est l'année zéro et j'espère pour eux surtout que l'année prochaine, ce ne sera pas encore l'année zéro. Ils vont devoir passer par la draft, ça va faire mal parce qu'ils sont sur un nuage depuis 20 ans, mais c'est l'heure. C'est un Riton qui nous dit ça
dans le chat. It's tanking time. Oui, certainement. Certainement, il va falloir passer par la draft pour aller chercher du talent. C'était un petit peu ma conclusion également, et je pense qu'on la partage tous. Alors, malgré ça, avant que les Spurs fans viennent nous assassiner, il faut quand même faire un petit peu état des forces en présence. Et je pense que je vais pouvoir passer sur l'autre écran pour pouvoir afficher ce 5 majeur et donner un petit peu quelques noms quand même qui sont dignes d'intérêt. Un minimum. On pense à Murray, on pense à Derrick White, on pense à Keldon Johnson aussi, qui a fait une très bonne saison, et c'est vrai, qui a fait plaisir. C'était quand même un des rayons de soleil pour les Spurs fans, donc on va pas leur enlever ça. Un poste 3, 4 en tout cas, qui physiquement est très impressionnant et a un profil défensif. Tous globalement ont plutôt une capacité défensive intéressante, et surtout tous ont cet avantage là, et à peu près que cet avantage là. En termes de jeu offensif, globalement ça risque d'être compliqué pour la franchise. C'est vrai qu'il n'y a pas, et c'est Val qui le disait très bien dans sa preview, il n'y a pas d'initiateur offensif de top niveau. Alors bien sûr, Derrick White et Dejounte Murray sont les ball handlers principaux. Malgré tout, dans la création du shoot individuel, c'est très faible, et ça ne suffira pas à élever le plafond offensif de l'équipe. Ce sont deux pièces intéressantes défensivement et qui peuvent un petit peu initier, jouer pour les autres, mais des playmakers principaux, des playmakers numéro 1, on a un petit peu du mal à voir cette évolution. Finalement, il y a un joueur qui cristallise peut-être plus les espoirs que d'autres, c'est Lonnie Walker. Lonnie Walker qui rentre dans sa 4e saison et qui va devoir prouver maintenant ce qu'il peut faire, parce qu'après ça va devenir compliqué d'imaginer un potentiel plus grand pour ce joueur qui, encore une fois, a déjà passé 4 saisons dans la ligue et n'a pas beaucoup montré. Après, comme le disait très bien Val dans sa preview, encore une fois, c'est vrai que c'est un joueur qui a besoin du ballon un petit peu pour exister, pour jouer notamment sur pick and roll, et c'est vrai que jusque là c'était un rôle qui était attribué à DeMar DeRozan notamment, et c'est vrai qu'il n'a pas eu potentiellement le cadre pour évoluer comme il l'entend. Néanmoins, ça reste quand même un petit peu faible pour un début de reconstruction, de baser, je pense, tous ces espoirs sur Lonnie Walker. Qu'est-ce que vous en pensez de ce joueur? Et globalement, de toute façon, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça ne suffira pas, et que de toute façon, ce sera la draft et le tanking qui primera pour aller chercher du talent et peut-être espérer des lendemains plus radieux. Vas-y, Jérôme. Allez, c'est parti. Alors, Lonnie Walker, c'est vrai que personnellement, j'ai toujours été très dubitatif sur le talent qu'on lui prêtait, et en tout cas le haut niveau qu'on lui prêtait, le haut potentiel qu'on lui prêtait. Pour moi, c'est effectivement un joueur qui a des choses très brutes et qui sont forcément intéressantes. Il est extrêmement athlétique, il a un bon premier pas. Euh, on a l'impression qu'il est capable de créer son tir s'il le veut. Le problème, en fait, c'est que beaucoup du potentiel qu'on lui prête est très loin d'être développé, et il fait penser à certains joueurs qu'on a vus par le passé qui étaient un petit peu semblables et qui n'ont jamais finalement prouvé ce qu'on disait. J'ai trouvé qu'il y a un parallèle avec un joueur qui a aujourd'hui la trentaine, c'est Terence Ross. Terence Ross à Toronto, on voyait qu'il pouvait faire des cartons offensifs, il avait un bon premier pas, il avait un shoot correct. On se disait que ça allait devenir très fort, et j'ai l'impression que Lonnie Walker, il a un petit peu les mêmes qualités, et mine de rien, comme tu dis, c'est sa 4e saison. Heu, il est offensivement encore très brut, et on n'a pas l'impression que, il y ait eu une évolution énorme. Peut-être qu'avec, un plus gros rôle et en 6e homme, il pourra avoir la balle et montrer ce qu'il a, mais il est très loin du compte, et malgré ses qualités athlétiques, alors que les joueurs de San Antonio sont tous de bons défenseurs, je trouve qu'il est vraiment abyssal, à l'heure actuelle. Donc heu, donc je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on a, le joueur qui est vendu par certains fans et qui va vraiment se développer très fort maintenant que, Demar DeRozan n'est plus là. Autant que San Antonio a toujours su développer ses joueurs et a toujours su, même s'il y avait des gros joueurs devant, trouver un rôle pour chacun. Donc franchement, non, je vois pas trop l'énorme plafond qu'on lui prête.
Vincent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que, bon, voilà, comme tu le dis bien, défensivement, c'est peut-être un peu plus compliqué. C'est peut-être un des seuls du roster qui, défensivement, n'est pas forcément au niveau. Peut-être que c'est l'intérêt de la franchise, le seul peut-être intérêt par rapport aux joueurs qu'elle a pour l'instant, de se dire qu'elle peut s'orienter au moins vers une identité très défensive. Ça, c'est bien de pouvoir viser une identité spécifique, même en début de reconstruction. Ça évite toujours de devoir la construire après. En essayant par empirisme, en essayant des choses. Vincent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour cette franchise, sur cette franchise des Spurs, où on peut malheureusement très vite finir là-dessus? Simplement sur Lonnie Walker, juste pour illustrer avec 2 chiffres ce que vous disiez tous les deux, euh, s- non seulement on lui prête un potentiel offensif qu'il démontre pas encore forcément, en plus de ça, il est quand même très souvent blessé parce que sur ces 3 saisons, il a joué 138 matchs, jamais plus de 61 rencontres par saison régulière. Donc, ça reste encore un joueur très théorique. Et un chiffre sur lui, mine de rien, c'est que pour illustrer le fait que défensivement, il soit complètement abyssal, pour reprendre le terme de Jérémy, c'est que sur ses 138 matchs de saison régulière, il a un net rating de -15, un net rating individuel de -15. Donc voilà, c'est très en deçà de. Enfin, j'imagine mal pour l'instant, sauf explosion du niveau du joueur, je l'imagine mal pouvoir porter la reconstruction de San Antonio. Je sais pas, sinon j'ai plus grand-chose à dire. Ils ont drafté un petit peu de manière surprenante cette année, mais on n'a peut-être pas forcément besoin de s'amenuire dessus. Et pour apporter une précision sur ce que tu disais, enfin la question que tu te posais, on n'a plus vu Zach Collins depuis le 27 octobre 2019. Ah, tu fais bien de le préciser, et effectivement, c'est presque pire que ce que je pensais. Je Euh, pensais aussi qu'il avait joué peut-être une dizaine de matchs à un moment donné, mais en fait pas du tout. D'accord. oui, donc Non, non, il a c'est. joué 11 matchs lors de la saison 2019-2020 au tout début. Et ah non, il avait fini la saison, donc il a joué effectivement une petite dizaine de matchs à la fin dans la bulle. Mais il n'avait plus joué entre le mois Ah, d'octobre 2019 et la bulle, et dans la bulle, il a rejoué un petit peu, et depuis, on ne l'a plus vu. Il n'avait Bon, pas joué les playoffs. ce sera certainement un pari quand même un petit peu. Bon, pas risqué, parce qu'on risque pas grand chose dans ces cas-là en termes de franchise, de se dire que bon, un joueur n'arrive pas aux attentes, mais en tout cas, un pari peut-être un petit peu. Bon, voilà. Je sais même pas comment le qualifier en réalité. Bon, excusez-nous, fans des par Spurs, contre, il n'a hein. pas trop de sens ce pari, ouais, il a pas trop de sens. Ouais, c'est. Je ne sais pas. Bah, après, tu ne perds jamais. Voilà, encore une fois, tu risques pas grand chose non plus. Maintenant, est-ce que tu vas gagner grand chose ou quoi? Enfin, les espoirs de gain, voilà, sont assez faibles. D'accord. C'est. Voilà. C'est Euh, quoi son salaire? Ah ah, oui, par contre, son oui, salaire est effectivement. assez élevé. Il me semble que. 22 millions sur 3 ans, mais effectivement, il n'y a pas de garantie. Donc, bon. Oui, puis il fallait Mais bien là, je remplir sais le pas. cap avec quelque chose, de toute façon, C'est vu qu'il y a un c'est ça. minimum, il y a un minimum Donc, euh, salarial à respecter. C'est ça. donc Excusez-nous, la hein, fans saison des prochaine. Spurs. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de fans des Spurs dans le chat, mais excusez-nous hein, pour ceux qui regarderaient la rediffusion. On est effectivement pas très optimiste ou quoi, mais à la fois c'est vraiment l'année zéro. On l'a dit, répété, le meilleur titre qui soit pour cette preview et pour cette franchise. C'est le tout début d'une reconstruction. Il n'y a même pas réellement eu de choix de draft assez haut pour s'enthousiasmer potentiellement sur un potentiel. Je pense qu'on peut s'arrêter là, les gars. Qu'est-ce que vous en Alors ouais, pensez? quand même, j'allais peut-être pour dire quelque chose Oui. sur les Spurs quand même de positif, parce qu'on n'a rien dit je crois, de positif quasiment depuis le début. Euh, on a souvent tendance à déconnecter l'attaque et la défense, et donc on a dit, bah voilà, ils ont de bons défenseurs, et offensivement, c'est un peu léger, parce que comme tu le dis, il n'y a pas de créateur élite. Mais mine de rien, le fait d'avoir, déjà rien que dans le 5, hein, 5 défenseurs qui sont tous, je pense, au-dessus de la moyenne, et pour certains largement au-dessus de la moyenne de leur poste, ça va quand même permettre, je pense, à San Antonio d'être une équipe plutôt sympa à avoir joué, parce que ça va sûrement intercepter, ça va faire des stops, ça va prendre du rebond, et quand ça va partir en contre-attaque, ça va courir. Je pense que Greg Popovich est capable justement heu, d'orchestrer une défense, une attaque plutôt, faite sur du mouvement, comme, on a pu le voir, entre 2013 et 2015 notamment. Donc
OK, ça va pas gagner énormément parce qu'en termes de talent, c'est un peu léger, mais ça va pas être une équipe facile à prendre et ils vont sûrement surprendre des bonnes équipes qui vont arriver un petit peu, les doigts de pied en éventail et qui vont se prendre une défaite, de 7-8 points parce que, ils ont pas pris au sérieux C'est vrai, et Je pense qu'ils peuvent être étouffants. Le bac court là, sur le papier, ça a quand même des aptitudes défensives assez intéressantes. c'est vrai, c'est c'est Est-ce vrai. que ça. pour finir sur une note positive, on peut leur souhaiter de les gagner ces 26 victoires quand même? Oui. Moi, je pense qu'ils vont le faire facilement. Enfin, facilement. Ils vont atteindre la trentaine de victoires assez Non, mais c'est facilement. vrai que Oui, je pensais. t'as un point intéressant, Jérémy. C'est vrai que la défense peut driver une attaque au moins sur transition et apporter un minimum qui soit un peu plus viable. L'inverse étant beaucoup moins vrai. C'est vrai que je trouve qu'il y a un intérêt toujours d'avoir une assise défensive très tôt dans sa reconstruction parce que c'est beaucoup plus facile de potentiellement aller vers l'offense que l'inverse. Souvent, on voit des équipes qui offensivement peuvent très bien dérouler mais qui défensivement ne trouvent jamais leur identité, leur envie ou autre et sont dans une galère en fait infinie à ne jamais réussir à élever leur plancher. Je pense que partir d'une assise défensive, c'est toujours quand même un espoir et un positif par rapport à cette franchise. Et c'est toujours plus compliqué. Et c'est vrai qu'il y a un personnel pour ça aux Spurs, on l'a déjà dit. Hugo de Basket Catéchisme qui nous dit j'espère vraiment que Keldon va s'affirmer et faire une grosse saison. C'est vrai que c'est aussi quand même un jeune intéressant et qui a vraiment fait une saison sympa du côté des Spurs. Où est-ce que vous le voyez dans la hiérarchie offensive des Spurs, demande Hugo. Et je vous pose la question du coup. Alors, moi, j'avoue que c'est pas un joueur que je connais suffisamment bien pour en parler en long, en large. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a un potentiel. Maintenant, comme on le disait au début, ça fait encore partie de ces joueurs qui sont pas très bons pour créer leur shoot et qui vont donc avoir besoin de coéquipiers plus forts pour exister. Et là, le mieux qu'on puisse lui proposer, c'est Dejounte Murray, Derrick White, ce qui est pas forcément idéal, pour faire une très grosse saison offensive. Donc j'ai tendance à penser que de toute façon, c'est le backcourt qui va vraiment gérer cette équipe en attaque et que Keldon Johnson va prendre ce que la défense lui laisse et probablement avoir, quelques opportunités pour s'exprimer balle en main, mais ça va pas non plus, je le vois pas progresser dans la hiérarchie de manière, drastique. Je pense que ce sera Derrick White qui sera l'option numéro 1 en attaque. Et après, Keldon Johnson. Bon, après, l'année dernière, il a réalisé quelques belles perfs aussi, et même avec la Team USA cet été. Donc, faudra voir. Peut-être qu'il pourra un petit peu monter dans la hiérarchie. Team USA qui est vraiment suivi ardemment par Hugo. Hein, de basket On a catéchisme. remarqué, ouais. Et on pourra voilà. Par contre, il y a deux joueurs. Il y a deux jeunes joueurs dont on n'a pas parlé du tout. Alors, non pas que ça appelle de long développement ou peut-être même zéro développement, mais en ce qui concerne la reconstruction, il y a Devin Vassell sur l'aile et il y a Luka Samanic aussi, plutôt sous les cercles, qui auront peut-être également une carte à jouer et pourquoi pas, qui pourront aider les Spurs à les atteindre, ces fameuses 26 victoires. En tout cas, une identité défensive, ça c'est clair et net, et c'est peut-être un point positif, comme on l'a dit, et c'est cool de pouvoir partir sur un point positif quand même. Je voulais pas trop être plombé, et je me dis on va pouvoir s'arrêter là, sauf si vous voyez une objection dans le chat, si vous nous dites, si vous voulez rajouter quelque chose. Vincent, Jérémy, est-ce qu'on peut s'arrêter là? Je pense qu'on peut s'arrêter là, ouais, et souhaiter à Oui. Télévision de partir avant la fin de la saison quand même parce que Voilà, bah, ce seront les dernières, ces dernières paroles qu'on va s'arrêter. Nous, on se Est-ce qu'on retrouve donne le programme de demain? Pardon. demain, à moins que tu veuilles rejoindre Cam. Mais... Lundi, évidemment. et voilà, l'organisation de Q-Basket, Ah, toujours au top, quoi. vous voyez ça de le, travailler à la maison, on oublie quand est-ce qu'il y a le week-end. vous voyez le behind the scenes. Oui, mais on va pouvoir donner le point. Est-ce que tu l'as sous les yeux, Vincent, pour Je l'ai sous les yeux. Parfait, tu es parfait. Bah, Donc, je te laisse le donner. lundi, tu auras la joie de discuter avec Benjamin et avec FD. Et vous parlerez des Washington Wizards, des Toronto Raptors et des New York Knicks. Donc, 3 franchises de l'Est.
Bah c'est très bien. Ça va, on a fait pire. On va de toute façon vers des franchises qui vont petit à petit gagner de plus en plus de matchs. Nous, on sera présent donc lundi, mais aussi tous les jours de la semaine suivante jusqu'à vendredi. Et on finira lundi et mardi. Suivant encore, juste avant la reprise. Benjamin sera là. Enfin, Ben, je vais pouvoir faire le live avec toi. J'ai très hâte de vous retrouver également. Vous pouvez bien évidemment follow cette chaîne pour ne pas manquer quand on part en live. Nous suivre sur les réseaux et surtout sur Twitter, c'est là qu'on est le plus actif. Je le dis sans crainte. J'espère que le boss va pas me chicaner pour ça. C'était un plaisir d'être avec vous, les gars, Vincent, Jérémy, très très cool ce live, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore à tous ceux qui auront participé dans le chat et qui auront été avec nous tout au long de cette pause midi d'1h30. On aura pu faire court cette fois-ci. On vous laisse avec les rediffusions YouTube, n'hésitez pas à aller voir si vous avez loupé notamment les Kings en première partie de ce live. Nous on s'arrête là-dessus, on vous dit à tous à la semaine prochaine. À plus tout le monde. Merci À bientôt. beaucoup. À bientôt.